Et bonne année! Bonne année! Bonne année Thibaut! Bonne année mon geek! Bonne année, Mick! Oh là là. Ah, la vache. Waouh. On commence ce podcast en fait et cette nouvelle année en fait, c'est trop bien. Depuis Times Square, bravo les gars. Quel plaisir Vraiment, de vous retrouver. Une bonne année parce que j'ai pas vu 2022 passer à vos côtés. Hein. Eh ben non, et puis je vous rappelle que quand même, quand on a lancé le podcast, on s'était donné un objectif, on s'était dit, allez, si on fait 10 épisodes, on est vraiment des malades sur 3 mois, et pari tenu, on a fait 11 épisodes, 11 carrément. on s'est régalé, et là on va lancer la C'est rien à saison côté 2. de la deuxième saison. Ça va être encore autre chose, effectivement. On a déjà booké des invités exceptionnels. Incroyable. On va pas tout révéler dès aujourd'hui, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça commence avec une émission totalement inédite pour nous. J'ai hâte quand même. Ce crossover avec les éclaireurs du numérique. Vous les connaissez, les éclaireurs du numérique? Oui, bah bien évidemment. On a écouté de nombreux épisodes et ils ont un ton, une fibre assez particulière que j'apprécie énormément, le franc-parler. Et donc non, c'est hyper intéressant. Enfin, j'ai hâte de les accueillir et hâte de débriefer avec eux de leurs épisodes et de nos épisodes. Bah, moi je trouve ça hyper cool de lancer cette nouvelle saison avec un espèce de crossover. On n'a pas trouvé de meilleur mot en français. C'est comme ça que ça de s'appelle. Crossover entre nos deux podcasts. Donc ça va être très sympa. D'ailleurs, je pense qu'il est temps d'aller au studio, les gars. Fini la fête. On reprend le boulot. Guerre, terreur, maladie. Une myriade de problèmes a contribué à perturber votre jugement et à vous priver de votre bon sens. La peur a pris ce qu'il y avait de meilleur en vous, et dans votre panique, vous vous êtes tourné vers Adam Sutler, aujourd'hui chancelier. Il vous a promis de l'ordre, il vous a promis la paix. Tout ce qu'il a demandé en échange, c'est votre consentement silencieux et docile. Trench Tech, esprit critique pour tech éthique. Bienvenue dans Trench Tech, bienvenue dans ce nouvel épisode, bienvenue dans cette nouvelle saison et bienvenue dans cette nouvelle année 2023. Bonne année Mick Lévy. Bonne année à tous. Bonne année Thibaut Leman. Bonne année Cyril Chaudois, bonne année Mick Lévy. Et puisque cette année encore une myriade de problèmes viendront perturber notre jugement et risqueront de nous priver de notre bon sens, si vous aussi vous voulez exercer votre esprit critique pour une tech plus éthique, alors vous avez choisi le bon podcast. Trench Tech, c'est le talk show qui décortique les impacts de la tech sur notre société. Et vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous rejoindre. Merci, car en à peine 6 mois, vous avez fait de la première saison de Trench Tech un véritable succès d'estime. Vos témoignages, vos soutiens, vos notes et commentaires sur les plateformes nous vont droit au cœur. Pour cette deuxième saison, nous vous concoctons une programmation encore plus incroyable. Sociologues, philosophes, scientifiques, politiques, nos invités seront de tout premier plan. Et nous accueillerons aussi de nouvelles chroniques toujours plus inspirantes. Mais pour cette deuxième saison, nous avons aussi besoin de vous. Les transformations technologiques de notre quotidien vont de plus en plus loin et de plus en plus vite, vous l'avez constaté. Eh bien, l'exercice de notre esprit critique vis-à-vis de leurs enjeux aussi doit accélérer. Alors continuez de parler de Trench Tech autour de vous, chacun de vos partages compte. Et pour débuter cette deuxième saison, nous avons envie de partager le micro avec les éclaireurs du numérique. Alors eux aussi contribuent à propager un autre regard sur l'actualité technologique. Et si vous ne connaissez pas encore leur podcast, nous vous invitons en toute amitié à y jeter une oreille, ça devrait vous plaire. Dans cet épisode, nous reviendrons donc avec eux sur 4 thèmes clés de 2022. Nos amis éclaireurs en ont choisi 2 parmi nos épisodes de la saison 1. D'abord, Deepfake, l'ombre d'un doute, notre épisode numéro 2 avec Gérald Olubowicz. Puis, État et Big Tech, les liaisons dangereuses, l'épisode numéro 8 avec Asma Mala. Et à notre tour, nous avons sélectionné 2 extraits chez eux pour en débattre. Le Web3, c'est du bullshit avec Emmanuel Parodi, secrétaire général du GEST. Et Souveraineté numérique, le grand reset avec le député Philippe Latombe. Enfin, vous le savez, restez avec nous jusqu'au bout, car comme toujours, nous consacrerons les 5 dernières minutes de cet épisode au débrief, juste entre vous et nous, pour résumer les idées clés de nos échanges avec les éclaireurs du numérique. Ah, ça y est, on me dit dans l'oreillette que les éclaireurs sont arrivés, allons les accueillir. Bonjour Bertrand Lenôtre, Damien Douany, Fabrice Epelboin. Bonjour à tous. Bonjour. Alors attendez, on va faire les présentations dans l'ordre. Commençons avec toi. Bertrand Lenôtre, toi, tu es l'homme des médias. Journaliste, animateur radio, podcasteur de la toute première heure. Tu es aussi cofondateur de Net Media Group, qui édite une 50aine de titres de presse uniquement en ligne. C'est bien ça ?
Alors 50, je sais pas, ça fait beaucoup, il me semble. Il y en a pas mal en papier et quelques-uns en ligne. Il y a une dizaine en papier et oui, peut-être une trentaine en ligne. Enfin, je n'ai plus compté, mais c'est bien. En tout cas, c'est juste NetMedia Group, oui. Fabrice Epelboin, toi, tu es monsieur politique, ancien planeur strat, on a ça en commun, éditeur, chroniqueur, auteur, et tu enseignes aussi à Sciences Po, notamment la guerre informationnelle. C'est ça, et je pratique au quotidien. Et tu pratiques la guerre informationnelle au quotidien. Précisons ce que tu pratiques parce que sinon ça pourrait être laissé à interprétation. Damien Douany, toi tu es t'es un mouton à 5 pattes, hein, expert numérique, formateur, producteur, chroniqueur. Tu es surtout un gros curieux et un geek insatiable, explorateur et passeur de futur. Et puis surtout t'es un copain depuis 15 ans à peu près. C'est bien ça? C'est exactement ça. Bonjour, ça fait très plaisir de vous voir. Et je suis quelqu'un qui adore d'autres choses comme le cinéma. Bravo pour l'extrait de V pour Vendetta au début. Excellent extrait avec un très bon doubleur, Féodor Atkin, celui qui fait la voix de Dr House. Ça n'a rien à voir avec notre sujet. Un acteur pour le premier rôle fantastique dans le rôle d'Emmanuel Macron, vraiment extraordinaire. Allez, faites connaissance avec Fabrice. À vous trois, donc je le disais tout à l'heure, vous êtes les éclaireurs du numérique, et ça c'est un podcast qui existe déjà depuis au moins 5 saisons. Vous en êtes quasiment à 150 épisodes, je crois, c'est ça? Presque ça, oui. On a arrêté de compter à 100, on a fêté les 100, puis on s'est dit, bon, ça suffit maintenant, on va pas jouer les vieux qui s'accrochent à leurs chiffres, donc on a arrêté de compter, mais ça doit être pas loin de ça, oui. C'est ça, oui. Bravo, en tout cas, on espère en faire au moins autant que vous. Et vous décrivez vous-même comme un média de décryptage, de prospective et de mauvaise foi. Tout est juste. Bon, alors du décryptage et de la prospective, il y en aura dans cet épisode aussi, ça c'est sûr. Quant à la mauvaise foi, eh bien, chers auditeurs, chères auditrices, on vous laissera seul juge. Allez, commençons cet épisode avec un premier flashback, avec un extrait des éclaireurs du numérique qui recevait Emmanuel Parodi. Le Web 3, c'est du bullshit. French Tech. Esprit critique, pratique, éthique. Alors effectivement, premier extrait, premier thème, on va parler du Web 3. 2022, c'est probablement l'année qui va rester comme celle de la révélation de ce thème-là, du Web 3. Ça a été beaucoup squatté par Facebook, Meta en particulier, qui s'est approprié cette idée avec le métaverse et qui s'est approprié aussi une vision du Web 3. Alors vous avez reçu Emmanuel Parodi, qui est secrétaire général du GEST, c'est le groupement des éditeurs de services en ligne, et il a provoqué une bronca en tweetant l'été dernier: plus je lis la montagne de littérature sur le sujet du Web 3, plus je suis convaincu d'être face à un océan de bullshit. Alors, comme nos amis les éclaireurs l'ont reçu le 2 septembre 2022 pour en débattre, on a choisi donc ce premier extrait pour vous aider à vous poser la même question. On l'écoute. Alors, il y a des gens qui disent que le métavers est une invention pour faire diversion, etc. Moi, je crois pas. Je pense qu'il y a une logique. Il faut comprendre la logique. Tu parlais tout à l'heure des walled gardens. Si tu te mets du point de vue d'un Facebook ou de ces boîtes-là, elles sont allées au bout d'un certain modèle et elles voient qu'elles sont coincées sur un terrain juridique par les questions de consentement, etc. Parce que c'est quand même chaud en ce moment. Et je pense que si tu raisonnes à la place de Zuckerberg, qu'on trouve ça loufoque ou autre, c'est un autre sujet. Mais de se dire quelle est la troisième étape pour sortir des choses sur lesquelles je suis cornérisé en ce moment, c'est de se dire, finalement, il y a une chose que j'ai compris, c'est que si je maîtrise mon environnement totalement, et c'est pour ça que c'est un walled garden, et tout le monde en ce moment arrive à la conclusion qu'il faut faire des walled gardens, pour des raisons juridiques. C'est-à-dire que le seul moyen de sortir du risque financier et juridique, c'est d'obtenir le consentement des utilisateurs et de les amener dans un monde fermé où toutes les conditions de fonctionnement, et c'est ça Facebook, par exemple, la personnalisation. Si je fais de la personnalisation, moi, sur mon site web, pour des raisons publicitaires, je vais être coincé parce qu'il faut l'autorisation sur la question publicitaire. Si je dis que la personnalisation, c'est le cœur de mon système, et c'est ça Facebook, je peux rétorquer, et c'est ça la défense de Facebook, que c'est une condition d'adhésion au réseau que d'accepter l'utilisation de la data pour la personnalisation. Et c'est la position de Facebook. C'est intéressant cette idée qu'il amène là, Emmanuel Parodi. En fait, il montre que le métaverse, pour lui, c'est un outil de contournement des restrictions juridiques
en matière de data, en matière de collecte des données, et parce qu'on arrive au bout de l'exercice du consentement notamment, et qu'on arrive au bout de l'exercice en termes juridiques, après toutes les prunes qui se sont prises et le fait qu'ils se retrouvent un peu dans un corner. Du coup, c'est quoi le Web3 ? En tout cas, façon méta, c'est une nouvelle manne pour de nouveaux business models, mais on est toujours avec les mêmes acteurs à force. Qu'est-ce qu'il faut en penser ? Fabrice, comment t'avais vécu et qu'as-tu pensé toi de cette idée-là ? Moi, j'ai vécu vraiment l'arrivée du Web3 comme un gigantesque et très onéreux exercice de gestion de crise de la part de Facebook. À travers un rebranding, c'est une opération assez classique. Au final, c'est vieux comme le monde. On explose une marque contre une quantité de scandales. On a tous arrêté de les compter tellement il y en a autour de Facebook. Mais à un moment, la marque est totalement cramée. Et donc, il faut changer de marque. Et tant qu'à faire, on va changer de vision parce qu'on ne va pas juste appeler The Facebook Facebook, ça ne va pas le faire. Donc, on va se relancer avec un concept, je ne vais pas dire fumeux parce qu'il y a du potentiel, mais très, 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 très en avance, qui est le fameux Web3 dans lequel on va mettre pêle-mêle la crypto parce que c'est à la mode et qu'à l'époque où ils l'ont lancé, en tout cas, c'était la folie. Et puis, on va mettre leur métavers, même si le lien avec la crypto est quand même distant. Ceci dit, c'est bien pratique parce que ça permet aux NFT d'assurer, de faire office d'interopérabilité et ça passera aux yeux de beaucoup de monde. Et puis on va vendre tout ça. Ça a été un buzz phénoménal dans les comités exécutifs de tout le CAC 40 qui ont débloqué des fonds en veux-tu en voilà pour réserver leur place au soleil dans le Web3. Et puis en fin d'année, ils se sont aperçus qu'ils étaient tout seuls. Donc je pense que ça va être la fin de l'histoire, en tout cas pour l'année qui vient. Il y a vraiment peu de chances qu'on en entende beaucoup parler. Ça reviendra, mais c'est avant tout du bullshit. Après, la remarque d'Emmanuel est super intéressante. C'est vrai que le RGPD, même s'il n'y a pas grand monde qui le respecte au final, il y a quand même cette espèce d'épée de Damoclès sur tous les grands acteurs qui fait que, effectivement, autant enfermer les gens dans des silos étanches. C'est ce que tout le monde est en train de faire. C'est bien dommage, mais c'est un des effets de bord du RGPD. Il y a toujours des effets de bord. Et puis il y a le DSA et le DMA qui arrivent et qui commencent à chatouiller aussi. Alors le DSA, ça va être 1000 fois pire encore s'il est appliqué, bien sûr, parce que juste pour que les gens comprennent le contexte, le fameux shadow banning que les Twitter Files ont révélé, c'est totalement illégal aux yeux du DSA et tout le monde le pratique. Donc, jusqu'ici, c'était censé être un secret, mais là, ça va être un énorme bordel. Précise peut-être pour nos auditeurs, c'est quoi le shadow banning ? Le shadow banning, c'est cette capacité qu'ont les réseaux sociaux à invisibiliser les gens de façon plus ou moins, enfin de régler de façon très précise la visibilité et la portée des gens sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Instagram, Facebook ou Twitter. C'était un secret, une théorie conspi, on va dire, connue de tout le monde, parce que tout le monde à la Silicon Valley en avait entendu parler. Mais toujours est-il qu'il pensait passer inaperçu et évidemment Elon Musk, en bon roi des trolls, a foutu la merde, a révélé tout ça et du coup oblige absolument tout le monde, y compris lui, à être conforme au DSA. Et le DSA, le shadow banning, c'est pas si simple que ça. Il faut avoir des conditions de transparence. Donc ça va obliger en fait tous les réseaux sociaux à expliquer comment ils censurent, pourquoi ils censurent, qui ils censurent et quelle est leur philosophie derrière, leur philosophie politique derrière la censure. Donc ça va être très peut-être Fabrice, pour revenir sur le sujet du Web3, moi il y a quand même une chose qui me marque, c'est qu'il y a eu une appropriation de ce concept de Web3 par Meta avec le domaine du métavers, mais l'idée du Web3 elle date en réalité de bien plus longtemps, elle est plus large, il y a un Web3 qui est différent de celui qui est pensé par nos amis de Facebook, de Meta et de Mark Zuckerberg. Damien, qu'en penses-tu ? Le Web3 à la base, effectivement, c'est un mélange de plein de choses. C'est l'élément de la blockchain. Donc pour ceux qui nous écoutent, la blockchain, c'est une sorte de registre, de gros livre dans lequel on écrit tout et dans lequel rien ne peut être modifiable et tout le monde peut y accéder. Donc ça permet de faire de la traçabilité, pour faire très simple. Par-dessus ça, vous rajoutez de la crypto, puisqu'en fait la crypto, le principe de monnaie, en fait, c'est un moyen, on va dire à la base, qui est de récompenser les acteurs qui font fonctionner la blockchain. Donc c'est comme ça qu'en gros, on s'est retrouvé avec les logiques de crypto. Et puis, par-dessus ça, on va être honnête, le métavers, c'est pas forcément que la partie émergée de l'iceberg, c'est vraiment que la partie visible. Et c'est quasiment, on va dire, le Web3, quasiment, on pourrait vivre sans la partie métavers. Simplement, Meta voulant se positionner, on va dire, et s'approprier cette notion de telle sorte que si on pense à Facebook Meta, on pense à métavers, sachant qu'il y en a des centaines de métavers qui existent.
existent, eh bien, on pense automatiquement à eux, ce qui leur permet immédiatement de se positionner sur le marché, d'avoir une position, on va dire, de monopole, de fait, et de faire en sorte surtout de pomper, d'accepter, enfin, plutôt de pomper, oui, et les budgets des entreprises qui vont se dire, oh là, attends, j'ai raté peut-être la première marche à l'époque avec une page Facebook, j'y croyais pas et ça a été la catastrophe pour s'y mettre. Cette fois-ci, il faut pas rater le train. Donc c'est un peu ça l'objet. Mais je crois que pour nous, du coup, Damien, pardon, mais du coup, cette appropriation, il faut vraiment la mettre en avant. Le Web3, il y a plusieurs visions du Web3 et Meta cherche à en avoir une appropriation hyper forte. La vision de base du Web3, elle est libertarienne. C'est ça. Voilà. Alors, déjà, Damien, ce qu'il nous explique, c'est que le Web3, ce n'est pas que le métaverse. Les métaverses, ce n'est que l'arbre qui cache la forêt. Mais surtout, on s'interroge avec cet épisode, avec Emmanuel Parodi chez vous, sur le véritable projet qui est derrière le Web3. S'il y a un projet ficelé, en tout cas, est-ce qu'il est... Est-ce que c'est cette fameuse utopie qu'on nous resserre à chaque fois de la décentralisation? J'aimerais bien entendre Bertrand sur ce sujet, parce que Bertrand est quand même dans le business depuis très longtemps. Ou est-ce que c'est un projet très politique, libertarien, comme on connaît nos amis des big tech de la Silicon Valley, avec cette idéologie libertarienne, avec cette volonté, donc comme le résumé Parodi, de nous enfermer, à notre tour de nous cornériser dans un univers qui permettrait derrière, au nom de cette idéologie, finalement d'obtenir notre consentement silencieux, et je ne sais plus comment disait le lecteur dans V pour Vendetta, mais c'est un petit peu ce qu'on entendait en prologue. J'ai l'impression que je rebondis sur ce que dit Fabrice au début, c'est un rebranding en fait cette histoire-là, c'est-à-dire que vous avez d'un côté les GAFAM qui sont en perte de vitesse au niveau de la conscience planétaire, on se rend bien compte qu'ils sont dangereux pour nos données, ils sont dangereux pour nos enfants, ils sont dangereux pour la politique, ils sont dangereux pour la démocratie, ils sont dangereux à énormément de niveaux, ils ont besoin de se réinventer, et Facebook qui est un petit peu le méchant dans tout ça, ils ont besoin de créer quelque chose de nouveau. Le Web3, ça traîne depuis des années. Il se trouve que vous avez d'un côté la blockchain qui s'est créée avec, pour le coup, un esprit libertarien qui était, on va pouvoir créer des sociétés nouvelles, finalement totalement décentralisées. On va se permettre de jeter un petit peu tous ces intermédiaires qui nous pourrissent la vie et d'avoir finalement une société qui soit beaucoup plus fluide grâce à la blockchain. Puis après, il y a les cryptos qui arrivent derrière, mais c'est finalement un avatar de ce qu'était la promesse libertarienne de la blockchain. Et ces gens-là, des GAFAM, et Meta en premier, et Facebook, on va le dire comme ça, se disent, tiens, on va peut-être pouvoir essayer de glisser dans ce nouveau concept un petit peu tout ce qui existe. Alors on va mettre un peu de métavers. Pour moi, le métavers et la blockchain, c'est pas la même chose, même s'il peut y avoir des passerelles, mais c'est vraiment deux concepts différents. On va mettre là-dedans la récupération de nos données, parce que c'est une chose que veulent les gens. On va glisser un peu de crypto, on va glisser un peu de blockchain, on va dire NFT parce que ça fait bien. Et on va faire avec tout ça une espèce de concept fumeux qui s'appelle le Web3, auquel à peu près personne n'a jamais rien compris. C'est qu'on a tous les trois essayé, avec Emmanuel Parodi, de comprendre ce que c'est concrètement que le Web3. Pour moi, c'est exactement, vous qui venez de la publicité et du marketing pour certains d'entre vous, c'est réenchanter le e-commerce d'il y a 15 ans, on va réenchanter le web, on va réenchanter les réseaux sociaux. En fait, c'est juste un positionnement marketing. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de l'ornière de mauvaise image à laquelle on est, pour réenchanter tout ça? Créons une espèce de concept fumé, on met tout à l'intérieur, et chacun y retrouvera à peu près les siens. Et ça correspond d'ailleurs complètement à la mode des discours politiques aujourd'hui, où on dit tout et son contraire, on mélange absolument toutes les données, et on secoue tout ça dans un grand sac. On secoue tout ça, et chacun y retrouvera ses petits. Lions le métavers à la crypto quelques mois avant l'effondrement de FTX. C'était une super idée de rebranding, vraiment chapeau. Je ne sais pas qui fait la com chez Facebook, mais il est temps de changer d'agent. Mais en tout cas, c'est ce que disait Emmanuel dans votre épisode. Hein. J'ai pris quelques notes. Lui, il parle d'opérations foireuses de com, notamment pour toutes les entreprises qui ont foncé tête baissée sur les métavers, comme Damien le rappelait tout à l'heure, à l'origine des premières pages Facebook. Tout le monde devait avoir sa page Facebook sans savoir pourquoi, ni si son public y était, etc. Puis ça a été vrai sur tous les autres artefacts, ou en tout cas les effets de mode et les effets de buzz du web, jusqu'à d'ailleurs des trucs comme Second Life, qui étaient un peu les prémices quelque part de cette vision du métaverse. Si le métaverse ne devait être qu'une espèce d'espace ludique, le métaverse ne devait être qu'un espace ludique, un peu jeu vidéo, etc. Thibaut, tu avais une question? Moi, j'ai l'impression qu'en écoutant, on a trois dimensions différentes. On a une vision, on va dire, étatique du Web3. On a une vision d'entreprise du Web3 à travers Meta, on va citer le premier, et on a une vision citoyenne du Web3. Et effectivement, d'un point de vue citoyen, alors on citait que Facebook faisait partie des entreprises les plus
qui recevait le plus d'amendes d'un point de vue de l'Europe. Mais pour autant, le citoyen continue à aller sur Facebook, sur tous les outils de Facebook. Donc, en même temps, le Web 3 est un peu touffu dans notre concept. Mais j'ai l'impression qu'on n'a pas réconcilié tous ces écosystèmes ensemble, qu'on n'a pas discuté tous ensemble de comment est-ce que ça doit fonctionner tout ça. C'est pas faux. Bon, alors, ce qui est sûr, c'est que ça va quand même être difficile de trancher en 10 minutes. Nous, messieurs, on recevra forcément des invités sur cette saison 2 qu'on ouvre aujourd'hui autour de ces sujets du Web 3, du métavers et autres. Ça ouvre des perspectives fascinantes. Mais je vous propose tout de suite qu'on passe maintenant à notre seconde séquence. Et cette fois, c'est vous, les éclaireurs du numérique, qui allez choisir donc un extrait de Trench Tech. On y va. Trench Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Et on a choisi donc Deepfake, l'ombre d'un doute, qui est un épisode qui était le numéro 2 d'ailleurs de Trench Tech, que vous avez sorti en juin 2022, numéro 2, qui recevait Gérald Olubowicz, qui est journaliste, enseignant à Sciences Po. Je vous propose, puisqu'il faut vraiment qu'on rentre dans le vif du sujet, d'écouter un extrait de ce podcast et derrière, on réagit avec vous. Il y a clairement une démocratisation de la technologie dans certaines applications. Cette démocratisation, elle aboutit pas forcément parce que dans les applications, on est dans un environnement extrêmement contrôlé et donc elle aboutit pas forcément à des abus. En revanche, ce qu'elle aboutit à faire, c'est à désensibiliser en fait la population sur ces questions-là, c'est-à-dire que ça devient assez banal d'utiliser des masques où on va avoir une tête de chat, etc., où on va se remplacer la tête de quelqu'un d'autre par quelqu'un d'autre, etc., etc. Et en fait, ça abaisse le seuil d'extraordinaire chez les gens. Voilà, les gens s'habituent en fait à ce genre de techno. Et finalement, c'est un peu ça le danger. En fait, c'est quand on est habitué à voir quelque chose tous les jours et que ça devient un objet médiatique comme un autre. Bah justement, c'est là où la confusion commence à exister, quoi. Des imitateurs, on n'en rencontre pas tous les jours. Des deepfakes, si on commence à en rencontrer tous les jours, on peut commencer à se poser de sérieuses questions sur la nature de nos relations. Donc si on résume ce que dit Gérald Olubowicz dans cet extrait, c'est qu'il pointe en fait le risque d'installation des deepfakes dans des habitudes communes de façon presque banale, sans grandes conséquences, dans un premier temps en tout cas, parce qu'on pense par exemple tous au deepfake de Tom Cruise, qui nous a fait marrer, il n'y avait pas de grandes conséquences là-dessus. Alors c'est vrai que là, ces jours-ci, il y a le deepfake de Morgan Freeman qui est un tout petit peu plus flippant qui arrive, mais est-ce que c'est ça le risque que vous aviez pointé dans ce podcast, c'est-à-dire ça s'installe doucement, on s'habitue, et finalement, on sera moins réactif lorsqu'il va se passer des choses qui commencent à devenir graves. Ouais, c'est un petit peu le propos de Gérald, hein, quand il parle de banalisation. On sait que l'essentiel des transformations de la société liées aux outils numériques passe par leur adoption dans nos usages, et les plus mineurs et les plus, à la limite, anecdotiques soient-ils. C'est vrai qu'on a tous un petit peu joué avec les applications dont j'ai oublié le nom, mais Snapchat. Ouais, alors Snapchat, et puis les face swap, là, enfin, les trucs où tu peux changer la tête, etc. Et du coup, c'est assez rigolo. Alors, ce que l'on ne sait pas, c'est qu'en parallèle, on continue de nourrir les IA, notamment, qui sont derrière, en utilisant énormément de données, en y laissant aussi nos propres visages. Et deuxièmement, on s'habitue progressivement à pas forcément que utiliser des applications, mais surtout à voir passer des trucs qui ont été déformés, qui ont été transformés. Et ça, c'est un véritable problème. Parce que, petit 1, le deepfake, il faut quand même le rappeler, c'est né de l'univers du porno avec du revenge porn notamment, etc. Et donc, il y a pas mal de pays qui sont en train de légiférer. Hein. L'Angleterre va déclarer illégal ou illégaux plutôt les contenus porno à base de deepfake si il n'y a pas eu consentement de l'utilisateur. Donc, on peut quand même présumer qu'il y aura assez peu de consentement. Faut rappeler aussi qu'il y a la Chine. Hein. Le 10 janvier 2023, la Chine met en place une nouvelle loi qui va encadrer les technologies de synthèse, dit autrement les deepfakes. Et là, il y a pas mal de levées de boucliers d'ailleurs, c'est assez étonnant parce que forcément, pour pouvoir le faire, il va falloir aller fouiller un peu dans les données de tout le monde. Bon, bref. Donc, il y a cet usage-là qui fait que ça s'inscrit progressivement dans notre quotidien et derrière, on ne saura plus forcément trier le grain de livret, ce qui est déjà le cas sur pas mal d'autres types de contenus et d'informations.
En fait, ce que nous disait Gérald aussi, c'est un peu résumé dans le titre de l'épisode. C'est l'ombre d'un doute. C'est est-ce qu'à force de voir des choses qui sont fausses, et on sait à quel point les IA dites générationnelles, qui génèrent des images, qui génèrent des vidéos... Génératives, pardon. Générationnelles, c'est autre chose, tu vois. Ouais. Elles le sont aussi. Il y a les vieilles IA et puis il y a les plus jeunes. Donc là, on peut parler des IA génératives, effectivement. Donc, qui génèrent des images, du son, de la vidéo. On a d'ailleurs parlé de comment ça transformait les métiers, notamment créa. Mais peu à peu, on risque de s'y habituer. Et donc, à force d'instiller constamment un doute sur est-ce qu'on est face à une réalité, à une vraie personne, à une vraie voix, à un vrai texte écrit par une vraie personne derrière, ou est-ce que, peu à peu, à force de s'y habituer, on ne saura plus du tout différencier qu'est-ce qui va venir d'une IA qui aura généré ça versus d'une réalité vraie. Le risque, c'est d'instiller un doute, ou au contraire, de ne pas instiller de doute, justement. Et c'est ce que disait Hannah Arendt. Elle disait, quand tout le monde vous ment, le risque, c'est pas que vous croyez ces mensonges, c'est qu'à la fin, plus personne ne croit en rien. Exactement. On en était arrivé à ça. Si tu tires au bout du bout, c'est le plus gros risque qu'on pointait en fait dans cet épisode avec Gérald. Mais on y est. C'est pas un risque. C'est déjà là. Fabrice, ça c'est. Si vous regardez à Sciences Po, il y a un laboratoire qui s'appelle le CEVIPOF qui fait depuis maintenant bientôt 15 ans des études sur la confiance dans toutes les dimensions possibles et imaginables. Confiance envers les institutions, les politiques, tout. Et ils mesurent ça de façon constante et cohérente depuis 15 ans, donc on peut voir l'évolution. Et s'il y a un truc qui est clair, c'est que le rapport de confiance de la population envers les producteurs d'informations, c'est-à-dire les journalistes, est au plus bas. On est l'un des pays, on est dans le peloton de tête des pays qui inspirent le moins confiance à leur population à travers leurs médias, avec les Coréens du Sud et les Américains. Donc on y est dans ce monde que nous prédisait Hannah Arendt, c'est qu'effectivement, il y a un doute quasi systématique, sauf chez les politiques et les journalistes, vis-à-vis de l'information. Donc on va introduire encore plus de doutes et on va sceller le cercueil, pour ainsi dire. Mais la situation que redoutent les journalistes avec le deepfake, ils l'ont installée. C'est là où il y a une hypocrisie gigantesque dans ce discours. Ils l'ont véritablement installée parce qu'aujourd'hui, effectivement, on est tout à fait en droit de douter de toute information qui provient d'un organe de presse et il revient aux citoyens de vérifier les informations qu'il ingère parce que sinon, on va dans un grand n'importe quoi. Le seul espoir de sortir de tout ça, c'est pas d'interdire les deepfakes, c'est d'éduquer les gens à ingérer leurs informations proprement et à les vérifier avant d'avaler n'importe quoi. C'est intéressant ce que tu dis, pardon Fabrice, parce que effectivement, on peut se dire, les journalistes, à force d'avoir passé peut-être un peu trop d'informations qui n'avaient pas été vérifiées, débunkées, ont contribué à ça. Mais alors après, il faudrait aussi trier quel type de journaliste. J'ai eu la chance d'accompagner l'AFP là récemment, et j'ai été dans leur newsroom. Pour chaque grand reporter qui est sur le terrain, et parfois ils ont un grand reporter sur des zones de conflit où il y a seulement l'AFP, pour chaque reporter sur le terrain, donc, il y a quelqu'un en interne dans la newsroom qui contrôle chaque information qui lui parvient pour éviter que le journaliste en question sur le terrain se retrouve avec un flingue sur la tempe, raconte n'importe quoi et que eux ils passent l'information directe. Donc je sais pas si on peut aussi autant généraliser, je dirais si, alors complètement, surtout avec l'AFP. L'AFP qui est donc l'équivalent de Reuters ou de Bloomberg qui est français, à la différence près que c'est contrôlé par l'État depuis Nicolas Sarkozy et que ça a une fonction non pas tant de diffusion de fake news, ça leur arrive mais c'est assez rare, par contre de filtre phénoménal. AFP décide de ce qui est une information, de ce qui ne l'est pas. Donc ça, c'est une fonction de censure phénoménale. Mais qui devrait à ce moment-là décréter si c'est une information ou si c'en est pas une? Enfin, il y a forcément à un moment donné un rôle de filtre qui se joue quelque part, non? Je préfère que ce soit l'AFP que Twitter, par exemple. Non, personnellement, je préfère de loin que ce soit Twitter. Ah ouais. Évidemment, pas Twitter avec un truc centralisé, parce que là, on a vu la catastrophe que ça a donné à travers les Twitter files. C'est de loin la pire des solutions imaginables. Par contre, il y a des pistes lancées par Elon Musk, alors qu'ils ne sont que des pistes pour l'instant, mais qui consistent à permettre à tout un chacun d'enrichir les tweets des autres. Et donc, à partir de là, une information brute, qui est un tweet, il y a un avion qui est tombé du ciel, pourra être enrichie par des gens qui vont dire oui, effectivement, ça a été confirmé par ça et ça, donc l'information est validée, ça n'est pas une fake news. C'est Wikipédia, et ensuite, ça. Pour être contextualisé, c'est tout à fait la démarche de Wikipédia, mais beaucoup plus rapide et avec beaucoup plus de feedback sur les contributeurs pour les évaluer. Et puis derrière, on pourrait tout à fait imaginer que le tweet soit enrichi par il est tombé, mais en Sibérie et touché par un missile ukrainien.
où là, tout d'un coup, on a un contexte à l'information qui fait que là, on a une véritable information. Bertrand Damien, peut être totalement décentralisé. Le journalisme citoyen comme ça, vous y croyez ? C'est parce que là, très très vite, ça va être oui, mais attention, le pilote était juif, hein, et ça n'est pas un hasard. Vous voyez, donc je pense que Twitter va vite tomber là-dessus. Ce genre de peut être éliminé. Précisons quand même que la Corée du Sud, qui est très en avance sur nous et sur Internet et dans l'effondrement des médias et dans plein de trucs, la Corée du Sud est passée à ce mode de journalisme collaboratif depuis des années déjà. Et la presse en Corée du Sud a, pour ainsi dire, disparu, en tout cas en termes de pouvoir politique, elle a disparu. Ça a été remplacé, y compris sur du journalisme d'investigation, hein, qui est autrement plus complexe que ce que je viens de décrire, ça a été remplacé vraiment par du collaboratif entre citoyens. Mais si on revient sur cette question de deepfake, en le dépassant de la notion de journalisme elle-même, cher Trenchtaker, est-ce que on peut se dire qu'il y a quand même des vertus, pourquoi pas, pédagogiques, hein, imaginons, à créer des choses qui n'existent pas pour, je sais pas, pour faire des émissions pour pourquoi pas, des grandes zones historiques, des choses comme ça, etc. La question qu'on peut se poser, c'est de quelle manière on peut arriver à apprendre. Fabrice disait que ça doit passer par l'éducation, je suis entièrement d'accord avec lui, mais pas que. Est-ce qu'il faut imaginer, un peu comme on a sur les aujourd'hui, par exemple les viandes, vous savez, avec un pourcentage de OGM, avec moins de 0,9% d'OGM dans cette viande, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y ait moins de 0,9% de deepfake dans cette information, dans cette news? Thibaut, t'en penses quoi? Moi, il y a deux choses qui me surprennent. C'est que d'abord, pour revenir sur le point de Fabrice, on a du mal à contrôler nos informations, on va dire, brutes. Alors, est-ce qu'on aura du mal à contrôler aussi le pourcentage de deepfake? C'est un vrai point, d'essayer de cross-checker les infos. Ce pourcentage d'OGM ou ce pourcentage de deepfake dans une information serait une bonne pratique, probablement. Mais si on reprend l'AFP qui va contrôler l'information, est-ce que il y aurait pas des choses qui passeraient et des filtres qui seraient faits et donc du coup qui nous perdraient un petit peu dans le sens premier, en fait. Donc pourquoi pas, mais à partir du moment où il y aurait quelque chose qui permettrait d'assurer la neutralité de l'information et de la vérification de l'information. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça a déjà un petit peu commencé. On en parlait avec Gérald. Tu sais, quand sur les pubs, ils sont maintenant obligés de préciser que la pub a été photoshopée. C'est un début de ça. Maintenant, c'est sûr que ça va être de plus en plus compliqué, que les pistes vont se brouiller de plus en plus. Hein. La difficulté, surtout, c'est de les détecter, les deepfakes, parce qu'ils sont de plus en plus performants. Est-ce qu'il n'y a pas moyen finalement d'imposer, alors c'est toujours compliqué ça, mais d'imposer à toutes les applications qui permettent de fabriquer du deepfake, d'imposer le fait de glisser quelque chose de façon automatique dans les métadonnées, notamment sur les vidéos. Ça marchera pas. Du watermarking. Du watermarking, qu'on puisse au moins retrouver la source originale et dire voilà, non, cette vidéo-là a été fabriquée par tel outil et elle a été marquée comme étant un deepfake au départ. Dans la mesure où tu vas avoir des outils qui font des logiciels libres, c'est pas possible. Tu pourras toujours récupérer le code, virer le watermarking et faire ton propre truc. C'est pas faux, mais au moins il y a quelqu'un qui peut faire une enquête en disant voyez, on va essayer de retrouver la toute première. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, il y a des éditeurs, notamment qui travaillent avec le machine learning pour essayer de détecter les deepfakes. Ça marchouille, mais c'est pas parfait et c'est sûr qu'il y aura aussi une économie entre guillemets du deepfake avec l'émergence de tout un tas d'acteurs qui seront là pour essayer de faire la police en quelque sorte, mais c'est pas gagné. Bon, en tout cas, on voit que le sujet, on n'arrivera là encore pas à le conclure en 10 minutes, messieurs, malgré tout, le jus de cerveau et tout l'enthousiasme qu'on y met tous les 6 ensemble. Je vous propose qu'on passe à la suite. On va parler d'un autre sujet avec un extrait qu'on a choisi de votre podcast. On va parler tout de suite de souveraineté numérique, le grand reset. French Tech, esprit critique pour tech éthique. Encore un point commun chez nous, avec vous, chers éclaireurs. Au fil des épisodes, nous sommes toujours, on va mettre des petits guillemets, toujours un peu surpris chez Trench Tech du manque de clairvoyance de nos politiques sur les enjeux sociétaux de la tech. Sociétaux, culturels, etc. Et on a toujours le sentiment, la manière dont la souveraineté, qui est une expression qu'on a beaucoup entendue cette année et qu'on entend probablement encore sur l'année prochaine, souveraineté à toutes les sauces. On a franchement de quoi avoir une espèce de présomption d'incompétence de la part de nos représentants du sommet de l'État jusqu'à l'Assemblée nationale. On le voit encore aujourd'hui avec les différents audits qui sont en train de faire, notamment sur la souveraineté électrique que l'on a aujourd'hui et les charmants mots de notre président actuel. Alors il y a un député sur les 577 qui semble plus affûté et surtout plus actif sur les enjeux du numérique, qui s'appelle Philippe Latombe, donc député MoDem de Vendée.
Et alors qu'il s'est exprimé au micro des éclaireurs, nous avons choisi ensemble de revenir sur cet épisode du 24 juin 2022 sur la souveraineté numérique, le grand reset. Voici l'extrait. J'aimerais bien qu'on commence à anticiper le métaverse. Si on ne commence pas maintenant à anticiper le métaverse et les règles qui s'y appliquent, on va se retrouver comme il y a 5-10 ans, avec des règles qui nous seront imposées par les géants du métaverse, qui nous auront imposé leurs conditions générales d'utilisateurs, et on va encore se battre pour pouvoir y mettre de la démocratie, pour y mettre ce qu'on veut y mettre comme valeur, alors qu'on devrait pouvoir l'anticiper. Et je pense que aujourd'hui, les Français, et puis les Européens en règle générale, ont vécu la digitalisation un peu à marche forcée, c'est ce que vous avez dit, et du coup ils se disent, mais pourquoi est-ce que personne n'avait anticipé les choses ? Et ben c'est notre rôle à nous, politiques, quel qu'il soit, de façon transpartisane, c'est à nous, politiques, de réfléchir à ces sujets-là à l'avance, pour pouvoir anticiper des éventuels dépôts de projets de loi ou de réglementation qui évitent de se battre contre des géants qui aujourd'hui n'auraient pas, enfin qui demain n'auront pas plus envie qu'aujourd'hui de laisser une partie de leur pouvoir, qui est un pouvoir commercial en fait. Donc il faut qu'on travaille dessus. Je le lancerai. Bon, on en revient au métaverse finalement. Et ce que nous dit un petit peu Philippe Latombe en creux, c'est que le temps juridique et le temps numérique n'est pas vraiment le même. Et qu'il faudrait qu'on soit un peu plus dans l'anticipation plutôt que dans la réaction. Pourquoi est-ce qu'il faudrait pourquoi doit-on être plutôt anticipatif que réactif finalement sur tous les enjeux, sur tous les innovations tech? Alors, réponse courte de prof de Sciences Po, parce que très concrètement, c'est pas possible dans une démocratie vu que ton seul enjeu, c'est ta réélection et que c'est du court terme. Donc, tu peux pas être en train de travailler sur des enjeux qui vont arriver dans 10, 20 ou 30 ans si ton objectif, c'est d'obtenir des résultats rapidement pour pouvoir être réélu sur un bilan. Typiquement, je prends un exemple très con, le transhumanisme. On sait tous à peu près ce que c'est, on voit tous les transformations radicales et le besoin impératif d'encadrer ça juridiquement, mais personne ne se bouge le cul à l'Assemblée parce que très concrètement, ça ne va pas nous tomber dessus dans les 5 ans. Donc on s'en fout. Et c'est l'un des problèmes de la démocratie vis-à-vis du numérique, en dehors de l'inculture crasse qu'on trouve dans les rangs des représentants politiques. Au passage, il y a un peu plus que Latombe quand même. Dieu merci, il y en a quand même une bonne demi-douzaine qui comprennent le numérique à l'Assemblée. Et le problème de base, c'est la démocratie. Ce qui fait environ 1%, Fabrice. Hein. Oui, ça fait 1%. C'est constant. Hein. Ouais, objectivement, à l'époque Adopi, on était déjà à ça. Ceci dit, l'inculture numérique, c'est pas le plus gros problème parce que la plupart d'entre eux sont quand même assez intelligents et on peut tout à fait les éduquer, leur expliquer des choses. Le gros problème, c'est quelque chose qui se rapprocherait plus de la corruption. Si les GAFAM ont bouffé tout ce qui bougeait en France, c'est que quand même on les a bien aidés et ça c'est quelque chose qui touche l'intégralité ou presque du corps politique mais surtout de la haute fonction publique. Donc c'est un problème qu'on ne peut pas résoudre à travers de l'éducation. Je sais qu'on a essayé. Hein. C'est pas parce qu'il y a autant d'illettrés du numérique à l'Assemblée nationale qu'on est dans cette situation de colonisation par les GAFAM. C'est des raisons qui sont beaucoup plus terre-à-terre et tristement banales à travers la planète, mais assez tabous dans les médias. Fabrice, juste pour que les auditeurs comprennent bien, parce que corruption c'est fort, mais tu fais référence à quoi ? Tu fais référence aux carrières privées qui suivent les carrières dans la fonction publique. Je fais référence on peut le dire maintenant, je fais référence au financement de campagne parce que c'est sorti dans Mediapart, donc maintenant on a le droit de le dire. Je fais référence à des financements de campagne de la part de grands acteurs du numérique. Je fais référence à effectivement cette stratégie généralisée du revolving door qui consiste à aller travailler dans des entreprises privées dont on a eu la charge, vers lesquelles on a orienté des budgets qu'on était aux affaires, et ce aussi bien qu'on était ministre que quand on était aux fonctionnaires, qui est quelque chose de tellement banal en France qu'on n'appelle même pas ça corruption. Les gens sont étonnés. C'est pantouflage, monsieur. Voilà, c'est pantouflage. Et à des pratiques bien plus crades encore, qui consistent à verser des fonds sur des trusts quelque part dans des paradis fiscaux. C'est généralisé dans ce qui prend les décisions sur le numérique en France, au point que ceux qui ne s'y adonnent pas ne considèrent même pas les revolving doors comme étant un problème, juste bon pour eux, non, on ne sait pas, et tolèrent finalement toute cette colonisation réellement, hein, je pense que c'est le mot, qui a eu lieu en France ces 15 dernières années, notamment à travers le concept du cloud,
qui a consisté concrètement à délocaliser nos usines numériques aux États-Unis avec la même inconscience que la façon dont on a délocalisé nos usines de Doliprane en Chine pour se retrouver un peu le nez dans la merde. Ouais, le cloud, c'était clairement un enjeu stratégique clé qui a été raté parmi d'autres. Moi, j'ai une question clé quand même pour revenir à ce que disait Philippe Latombe. C'est au-delà du pourquoi il faut anticiper, parce que bon, on peut bien le comprendre, mais c'est comment on peut anticiper, comment faire pour réconcilier le rythme de l'innovation technologique et numérique qui va extrêmement vite avec le rythme réglementaire qui nous permet de garantir cette souveraineté et que tout se passe bien globalement, en tout cas tel qu'on le souhaiterait. Et ce temps est forcément beaucoup plus long. Comment on fait ça? Comment on réconcilie ce problème-là? C'est un problème quand même qui est inhérent. Le droit, le rythme du droit est celui qui existe. Donc déjà, c'est au droit peut-être aussi d'anticiper. Et ça, pas mal de juristes aujourd'hui sont en train de travailler. On parlait du Web3 tout à l'heure, des métavers. Il y a des questions, par exemple, de l'application du droit dans les mondes virtuels, par exemple, qui se posent. Et là, il y a des juristes qui sont en train de travailler dessus. Mais à nouveau, il y a aussi la question de l'anticipation et de la vision. Je veux dire, l'Europe n'a aucune, politique industrielle numérique depuis 10, 20, 30 ans. Je veux dire, il faut remonter au général de Gaulle, vous imaginez l'histoire, pour avoir un semblant de vision industrielle sur les aspects, on va dire, technologiques, je parle. C'est juste fou, parce que il y a effectivement, comme tu le disais, Fabrice, toute, on va dire, une collusion lobbyiste de beaucoup d'acteurs, mais bien avant ça aussi, il y a une inculture crasse sur les sujets technologiques parce qu'on n'y croit pas et qu'on croit plutôt à l'industrie lourde entre le charbon à l'époque et puis Airbus. On rêve de faire l'Airbus de quelque chose à chaque fois. Mais quand tu vois comment ils ont géré le parc nucléaire, je suis pas sûr que l'industrie soit leur fort non plus. Mais voilà, leur force, c'est devenu McKinsey. Mais parce que typiquement, il y a comme tu le disais, il y a déjà une perte de vision à long terme, liée notamment aux histoires de se refaire réélire. Il y a un manque de conviction sur ces sujets-là. Et puis, il y a aussi un autre élément. Ils pensent que leur électorat n'est pas intéressé par ça. Donc, par conséquent, ils se disent moi, je ne veux pas leur parler de ça, ça ne les intéresse pas de toutes les manières. Et ils oublient leur rôle de politique qui est de se donner une vision, on va dire, à moyen long terme par rapport on va dire, aux politiques, aux directions à prendre. Est-ce que tu fais un parallèle, du coup, Damien ou Bertrand, peut-être, avec ce qui se passe sur la transition énergétique et plus globalement le réchauffement climatique? Est-ce que c'est parce que maintenant, le grand public se sent davantage sensibilisé et pousse que les politiques s'y sont mis et notamment se sont formés, là, on le sait, avec la nouvelle Assemblée nationale courant 2022? Oui, non, pas trop. Hein pas encore assez. Pas trop, parce que figure-toi qu'on a fait un podcast à l'Assemblée nationale il y a quelques semaines. On est allé les voir, en fait, pour leur parler des données de santé. On a fait une dystopie 2030. Et franchement, on avait affaire à des gens qui étaient assez au courant de ce qui se passe, parce qu'ils étaient plutôt dans la commission santé de l'Assemblée nationale. Mais il y a eu quand même des échanges qui étaient incroyables entre nous et eux. Ils sont tombés un peu des nues sur certaines choses, notamment sur dans quelles conditions Microsoft a récupéré les données de la santé française avec le Health Data Hub. Ils n'étaient pas tous tout à fait au courant de ce qui s'était passé sous le tapis. Et ces gens-là ils disaient que dans la salle. La veille, ils n'étaient pas nombreux dans la salle, mais la veille ou l'avant-veille, ils avaient eu une formation justement sur les enjeux écologiques pour l'ensemble des députés, et il n'y avait personne, pas un chat. Ouais. C'est une personne comme ça qui est venue, un attaché parlementaire. C'est-à-dire que quand on dit que l'Assemblée nationale s'est formée aux enjeux environnementaux, en fait, les députés ne sont pas venus tout simplement à cette formation qui semblait pourtant essentielle, quoi. Donc là, il y a vraiment un rôle de formation des députés. Alors nous, on a lancé un petit peu comme ça la baudruche à l'eau avec cette histoire-là. On espère que ça va se renouveler. On a fait quelque chose au Sénat également avec une journée spéciale sur la blockchain qui était vraiment intéressante. Mais il y a vraiment un travail de formation et c'est ça peut-être la réponse en fait. C'est d'abord qu'ils comprennent les enjeux pour pouvoir légiférer dans les temps, parce que là ils ont tendance à légiférer un tout petit peu trop tard, quoi. Exactement. Mais en tout cas, on en profite pour saluer votre initiative parce que c'est quelque chose qu'on a évidemment observé nous de notre côté et qu'on appelle de nos voeux depuis si longtemps. Voilà, c'était l'occasion de vous remercier de l'avoir fait et à votre service si d'aventure vous voulez en faire d'autres. Peut-être une dernière question, Thibaut, sur cette séquence. Toujours le même point, en fait. Pour moi, il y a un ratio entre la façon dont les citoyens prennent cet enjeu de souveraineté, parce que finalement, on n'a pas forcé les citoyens à se mettre sur Google, on les a pas forcés à aller sur Facebook, on les a pas forcés à faire ceci, donc probablement qu'on aurait dû légiférer pour faire ça. Mais on a souvent peut-être tendance à croire que tout est dans les mains de l'État, alors que finalement, si nous on n'y va pas aussi, il y a quelque chose à faire. Bref, il y a une éducation entre les deux. Et il y a également, pour rajouter sur ce point-là, effectivement, une problématique de prise de conscience de l'État. Notamment, on l'a vu dernièrement, quand les USA investissent 9 milliards dans les GAFAM, 9 milliards, l'Europe a investi 200 millions
dans VH. On n'a pas vraiment la même échelle. Non, je sais pas. Comment est-ce que tu vois ça, Damien ? Oui, il y a la question d'échelle industrielle. À nouveau, on en revient là-dessus. Hein. Et encore là, ça bouge pas mal avec Thierry Breton, notamment. Ça bouge pas trop mal, mais ça bouge presque trop tard. Et puis, tu le disais, moi, c'est mon cheval de bataille. Il y a la question de l'éducation numérique ou les questions au numérique. Je parle pas d'avoir des MO5 dans les salles de classe. Je parle de faire en sorte, pour ceux qui se rappellent de quoi je parle. Le MO5. Mais très MO5, TO7 70. Le crayon optique. Le truc simplement, c'est de se dire que l'éducation numérique, c'est d'expliquer par mots gamins ce que c'est que le deepfake. Où vont leur donner quand on met quelque chose en ligne. Non, ça ne disparaît pas en même temps que la photo qui disparaît. Et ça, c'est apprendre aux gamins un alphabet. C'est apprendre aux gamins à conduire une bagnole. En gros, aujourd'hui, on nous a filé une Ferrari sans le permis de conduire ni le code. Et comme ça a l'air super simple à utiliser, on se dit cool. Et c'est vrai, je peux comprendre, c'est cool. Mais le problème, c'est que derrière, vous avez des gens qui manipulent le truc. T'inquiète, c'est super simple. Tu vas voir. La question, elle est là aujourd'hui. C'est le fait d'avoir du recul par rapport à ça. Et aujourd'hui, on ne nous a pas filé les clés. Et très clairement, l'éducation nationale, qui essaye de se bouger là-dessus, mais est à la ramasse complet aussi. On ne donne pas les clés de comprendre. On parle d'électronisme dans la société française, mais on ne fait rien pour apprendre aussi l'alphabet à ces personnes-là, où on fait des choses. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Ah bah tiens, c'est Meta, c'est Google qui font aujourd'hui des formations avec les régions au numérique. C'est plutôt là qu'est le scandale. C'est-à-dire que grosso modo, pour parler clair, on a un Google qui va voir un député, un président de région ou n'importe quoi, et qui dit tiens, je vais t'offrir un truc que tu vas pouvoir mettre sur ton bilan pour dans 2 ans quand tu vas vouloir te faire réélire. Je vais dépenser quelques millions, mettre des centres de formation machin, où je vais former les gens à Google G Suite ou à des trucs comme ça qui m'intéressent. Et puis toi, tu vas pouvoir dire dans 2 ans, regardez, j'ai fait un truc pour le numérique, c'est bien, votez pour moi. C'est tout le système qui fonctionne sur ce système de corruption. Et tant qu'on ne parlera pas de corruption, et j'insiste sur ce mot, rien ne changera. Rien, absolument. Tant qu'on sera dans cette espèce de novlangue qui consiste à désigner les choses par un vocabulaire châtié, d'une façon à contourner le problème central de tout ça, ça continuera. C'est aussi bête que ça. Donc il y a aussi un effort à faire de la part des commentateurs, des journalistes qui ont des couilles, parce qu'il faut vraiment avoir des couilles pour parler de ça, quand on a une carte de presse et qu'on est journaliste. Il y a un énorme effort à faire pour mettre la pression sur ces gens de façon à ce qu'ils ne se disent pas « Oh bah oui, je vais prendre ce chèque, c'est quand même, personne va gueuler, après tout le monde le fait ». Si à un moment ou à un autre, le simple fait de prendre un chèque, de faire ce genre de compromission, de faire un revolving door, fusille votre réputation, voire vous amène en justice, sait-on jamais, on pourrait avoir la justice qui s'en mêle, ça s'arrêtera. Donc c'est vraiment entre nos mains. Hein. C'est sur cette petite... Et les infos existent, là. Il y a Anticor qui fait le boulot. Hein, en plus. Anticor fait très bien le boulot, les infos sont là, sont validées. Qui plus est, il y en a suffisamment dans Mediapart pour qu'on puisse ouvrir sa gueule comme je suis en train de le faire sans avoir le moindre risque pénal derrière parce que c'est validé par Mediapart. Ce qui n'était pas facile à faire il y a 1 an et demi. Hein. Saluons Mediapart pour cet effort et Anticor. Mais c'est faisable et c'est entre nos mains. Hein. C'est pas juste ces couillons d'utilisateurs qui utilisent Google parce qu'ils se rendent pas compte. Nous aussi, on utilise Google. C'est nous qui chroniquons et qui parlons de tout ça, qui avons une vraie responsabilité à faire en sorte que ça cesse. C'est entre nos mains. Et c'est ça le point qui va conclure cette longue partie sur la souveraineté numérique dans la tech, qui est effectivement un vaste sujet. C'est toujours intéressant de voir, cela dit, comment est-ce que les politiques s'en emparent, et pour ça, il faut aller écouter l'épisode du 24 juin 2022 des éclaireurs du numérique avec le député Philippe Latombe, dispo sur toutes les plateformes. Crunch Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Et la dernière séquence d'échange entre les éclaireurs du numérique et Trench Tech, c'est un podcast que vous avez publié le 3 novembre 2022, État et Big Tech, les liaisons dangereuses. Rien que le titre, on aime bien déjà. Je pense qu'il y est pas mal dans le fait qu'on soit allé écouter celui-là très particulièrement. Et vous aviez reçu Asma Mala, experte en tech policy, enseignante à Sciences Po et Polytechnique. On aime beaucoup, nous aussi, Asma Mala, qu'on a reçu dans ce podcast parce que est en train de prendre une sorte de leadership médiatique en fait sur ce domaine-là de l'échange entre l'État et les big tech, et puis c'est aussi une spécialiste de pas mal de choses au niveau de la diplomatie internationale via le web et les réseaux sociaux notamment. Alors puisque vous aviez reçu à ce moment-là, le mieux c'est d'écouter un extrait puis on va réagir ensemble ensuite. À un moment donné, quand les big tech ont vraiment pris leur vitesse de croisière, on a vraiment cru, avec tous les projets qu'ils lançaient de façon pratiquement simultanée, qu'en effet, ils développaient une puissance
qui était concurrente de celle des États, voire supérieure. Et en réalité, quand on regarde un peu plus les liens hyper complexes, très ambigus, ambivalents entre les États qui abritent ces big tech-là et ces acteurs-là, on se rend compte qu'en réalité, la relation n'est absolument pas du tout lointaine. Ce sont souvent des relations de coopération, de collaboration, de subvention, et que en réalité, l'État reste un État, disons, à la manette, ou plus exactement, puisque ça sera aussi l'objet de cet entretien, la souveraineté finale d'un État, précisément, reste bien celle de l'État. Et par quoi? Par quel truchement? Par quel outil? Simplement celui de la loi. Cyril, Thibaut, Mick, qu'est-ce qu'on doit retenir de cet extrait, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes? Moi, je l'ai trouvé assez rassurant, cet extrait, quelque part. Il vient nous rappeler que la souveraineté, c'est lié à la réglementation, c'est lié aux lois. Et que du coup, ça, c'est fait par les États. Et que ensuite, du coup, c'est aux États de se bouger pour mettre en place ces lois, pour définir ce qu'elles veulent en termes de souveraineté, pour définir les limites qu'elles veulent mettre vis-à-vis des big tech. Et donc ça, je trouve ça assez rassurant. Et puis on voit aussi que c'est la voie qui est en train d'emprunter l'Europe. On a déjà évoqué le DSA, le DMA, mais il y a tout un tas d'autres paquets réglementaires qui sont en train d'arriver pour arriver à mieux mettre sous contrôle le numérique et ces méga acteurs que sont les big tech finalement. Je vais juste me permettre de troller juste un petit instant. Vas-y, Fabrice. Je rappelle que von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a gentiment refilé l'intégralité des données des Européens aux Américains, vraisemblablement contre des accords énergétiques. C'est pas très clair ce qu'on a eu ou alors peut-être contre un chèque, on ne sait pas. Mais toujours est-il que oui, c'est bien, ça serait bien s'il y avait des représentants politiques qui défendent les intérêts des citoyens, mais ça n'est pas le cas. Donc, en tout cas, il y a un outil pour ça. Après, l'outil est peut-être mal utilisé, Fabrice. Je suis content d'avoir invité Fabrice. Non, mais c'est un sujet qu'on a plusieurs fois évoqué. D'ailleurs, ce sujet-là, oui. C'était une conférence de presse totalement lunaire pour ceux qui suivent cette actualité-là, où on a finalement troqué du gaz liquide américain contre nos données, et avec un revival du Privacy Shield qui est encore attendu. C'est encore en projet, rappelons-le quand même, Fabrice, mais effectivement, on a tellement coutume de dire que la data c'est le nouveau pétrole, et éventuellement tu te là on l'a pour de vrai. Non mais du gaz contre du pétrole, c'est cohérent. Voilà. Mais c'est ça qui est effectivement intéressant, c'est ce que nous rappelle Asma, c'est qu'effectivement on avait tendance à croire que c'était les big tech qui venaient nous envahir. En fait, les big tech ne sont que, entre guillemets, le bras armé des États. Et donc au fait, je trouve que c'était ça qui était intéressant dans le débat d'Asma Mala, c'était, à mon sens, c'est qu'elle réinversait un peu les choses. Où on avait tendance à croire que finalement les big tech allaient se prendre pour des États, et au final, non, derrière, il y a vraiment un État, et l'enjeu de l'État est bien là, puisqu'effectivement, on arrive à troquer des données contre du gaz. Oui, enfin, ça c'est ce que donc effectivement dit Asma, et elle le présente comme étant sa position et sa théorie. Je dois vous avouer que moi, je suis un petit peu plus circonspect là-dessus, parce que c'est pas du tout l'idée que je défends de mon côté depuis pas mal d'années, pensant qu'effectivement ces big tech, comme on les appelle, se substituent de plus en plus, de façon plus ou moins d'ailleurs obscure ou cachée, on va dire, à un certain nombre de pouvoirs qui appartiennent aux États, y compris en cherchant à aller récupérer des attributs quasi régaliens. On se souvient de Meta notamment, qui voulait battre monnaie avec sa Libra. Peut-être que ça arrivera dans le métaverse demain. On ne sait pas. Néanmoins, je suis un petit peu plus mesuré qu'Asma là-dessus, en ce sens que c'est pas tout à fait ce qu'il nous montre jusqu'à présent. La loi, d'accord, encore faut-il effectivement la faire respecter, et encore faut-il que les GAFAM soient tentés de la respecter. Jusqu'à présent, on n'en a pas eu totalement la preuve. Néanmoins, ce qui m'a un tout petit peu rassuré, pour rejoindre le discours de Mick, c'est que l'Europe, pour le coup, n'est pas dernier de la classe en la matière. Alors, on a eu l'explication de texte de Fabrice à l'instant sur ce qu'a fait Ursula von der Leyen, que par ailleurs, moi je respecte beaucoup, en tout cas je respectais beaucoup jusque-là, parce que je trouvais ça très intéressant ce qu'elle mettait en place. On voit aussi que néanmoins ça a un petit peu inspiré les États-Unis, notamment avec la RGPD. Bon, donc je suis très mesuré, mais vous en pensez quoi? Parce que vous l'avez reçu également, Asma. Oui, moi mon point de désaccord avec Asma, c'est juste la dernière partie de son intervention. Effectivement, contrairement à ce que même des gens comme moi ont pu penser, les big tech ne sont pas totalement en roue libre. Par contre, la loi, on peut l'oublier. Les Twitter Files, qui sont un sujet absent, passionnant et absolument pas traité par la presse, montrent de façon assez crue et détaillée la façon dont les différentes agences américaines, que ce soit le ministère de l'Intérieur, la CIA, le FBI, ont travaillé avec Twitter,
Et très clairement, tout le monde se torche avec la loi là-dedans. Hein. Vraiment, c'est pas ça qui les arrête. Et montre également le fait que Twitter, effectivement, a agi comme un État en décidant de lui-même ce qui était vrai, ce qui n'était pas vrai, ce qui était bien, ce qui était mal. Et là, sans intervention de moins du monde de l'État. Donc, on est arrivé sur un modèle hybride où la seule chose qui est totalement perdue là-dedans, c'est l'État de droit. Mais en dehors de ça, on a effectivement un État américain qui, notamment dans ses interventions extérieures, mais pas que, bafoue complètement la loi, prend le contrôle sur les big tech. Hein. Il y a notamment un épisode des Twitter Files où on voit comment le Pentagone travaille avec Twitter pour mettre en place des opérations d'influence à l'étranger. C'est absolument fascinant. Et ça, évidemment, est totalement illégal. Mais aussi travaille avec Twitter pour prendre en main l'opinion publique américaine. Pareil, totalement illégal. Et très clairement, on voit aussi comment Twitter, mais ça serait la même histoire ailleurs, hein, va de son propre fait, dans un espèce de mode d'autogestion où il n'y a plus vraiment de grands gourous qui décident de quoi que ce soit, décider de ce qui est bien, de ce qui est mal, de qui a le droit de parler, qui n'a pas le droit de parler, de qui doit être visible, qui ne doit pas être visible. Donc on est vraiment sur un modèle hybride avec des acteurs qui sont para-étatiques, on va dire, et des États qui bafouent l'État de droit pour utiliser les big tech de façon à imposer leur volonté à qui n'en veut. Mais c'est ce que raconte Asma, d'ailleurs, dans notre épisode, mais je reviendrai là-dessus dans 2 secondes. Il y a cette hybridité parce qu'il y a des collusions, plus que des collusions, parce qu'elles ne sont pas, cachées. En tout cas, elles sont vraiment... on sait tous que Palantir travaille avec les organisations gouvernementales américaine. Palantir, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Peter Thiel, l'ancien collaborateur, enfin plutôt associé d'Elon Musk, notamment sur PayPal. Et cofondateur de Facebook. Et cofondateur de Facebook, effectivement. Et d'un autre côté, on voit bien qu'à un moment donné, les Elon Musk et autres passent outre quelques recommandations ou législations que ce soit. Les big tech ont aussi une forme d'autonomie. C'est là où il y a pas assujettissement. Il y a soit une forme de collaboration, et moi, je n'ai pas encore vu de coercition réelle des États, de l'État américain, parce que c'est lui dont on parle, vis-à-vis des big tech, mais il y a aussi une réelle forme d'autonomisation. Donc là, on a une entité qui a des pouvoirs qui sont plus ou moins étatiques, qui les exerce de façon plus ou moins consciente et gouvernée. Et on rentre dans un modèle hybride. Lorsque Elon Musk décide de balancer tous les satellites Starlink au-dessus de l'Ukraine pour faire en sorte que les Ukrainiens aient des connexions, qui décide au départ? On ne sait pas exactement. Il y a certainement un intérêt commun, mais en tout cas, on peut dire que de toute façon, il a aussi une forte puissance d'action de son côté, et il peut décider tout seul de faire des choses sans avoir à en référer directement à l'État américain, même si pour le coup, ils ont certainement discuté le coup à l'avance. Mais après, il envoie la facture, par contre. Après, il envoie la facture, mais c'est les États suivent un peu, ne sont pas les leaders de ce que font les big tech, mais utilisent les big tech parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'utiliser en fait la puissance des big tech à un moment précis. Ça c'est intéressant parce que du coup vous revenez sur cette idée que c'est donc plutôt de l'hybride, effectivement, et qu'aujourd'hui l'État va peut-être avoir besoin davantage des GAFAM qu'il ne peut les contraindre. Finalement, l'État ou les États sont devenus un peu plus les clients des GAFAM que véritablement leurs donneurs d'ordre. C'est eux qui payent à la fin en plus, donc avec notre argent. C'est je pense que le point avait été soulevé par Fabrice sur ce sujet-là, c'est qu'à partir du moment où à coup de, le politicien sait qu'il fera pas de la politique toute sa vie, en revanche il pourrait faire carrière toute sa vie chez les GAFAM. Donc basé là-dessus, il y a plus tendance à caresser dans le sens du poil celui qui peut lui donner à manger demain, plutôt qu'à mordre la main de cette personne. C'est clair, c'est pour ça que OVH n'a jamais été considéré comme un cloud souverain, et qu'il n'a jamais eu droit à des subventions, parce que ces couillons d'OVH n'ont jamais été foutus de distribuer des enveloppes. Après quand on leur donne 200 millions, ils préfèrent ouvrir des data centers. C'est des cons. On a peut-être 2-3 points à regarder avec eux. S'ils prenaient 50 millions sur les 200 millions pour les redistribuer généreusement, ils n'en seraient pas là. Dis donc, Tretchek, vous étiez fâché avec du monde ou pas avant ce podcast? Parce que là, c'est fini maintenant. Alors, nous, on était plutôt... nous, ça va, c'est fait depuis longtemps. Mais vous étiez peut-être un peu... Il n'y avait pas encore de lettres piégées chez nous, etc. On avait plutôt tendance à se fâcher avec les politiques. Non, on s'est fâché avec Mark Zuckerberg. Je vous rappelle qu'un de nos invités a déclaré que Mark Zuckerberg était un con. Ouais, c'est vrai. Bon, mais là, ça se rapproche. Ouais, mais merci pour ça, parce qu'on n'osait pas. De rien. Nous, on partage. Vous nous débloquez un peu, c'est bien. Vous nous avez déniaisé, voilà, c'est ça. Voilà, c'était ce qu'on pouvait dire donc de État et Big Tech, les liaisons dangereuses.
un épisode, donc l'épisode du 3 novembre 2022 de Trench Tech avec Asma Mala, donc professeure enseignante précisément à Sciences Po et Polytechnique. À vous de vous faire un avis en fait sur ce mix entre le pouvoir de l'un et le pouvoir de l'autre. Trench Tech. Merci Bertrand Lenôtre, merci Damien Douany. Merci beaucoup. Merci Fabrice Epelboin pour autant de perspectives positives et toute cette bonne humeur. Merci de nous avoir aidés à nous fâcher avec quelques personnes. Si vous voulez, vous, de l'autre côté des ondes et des plateformes de balado-diffusion, comme dit Damien Douany, continuer de nourrir votre esprit critique avec d'autres voix que les nôtres, eh bien, on vous invite à aller écouter Les Éclaireurs du numérique et on vous donne rendez-vous juste dans quelques secondes pour le débrief sur Trench Tech. À tout de suite. Au revoir les amis des Éclaireurs. Salut. Au revoir. Au revoir. Trench Tech, esprit critique pour Tech Éthique. J'ai trouvé ça chouette, moi, cet épisode inédit où on fait ce croisement avec un autre podcast. Si d'autres podcasts sont intéressés, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. On pourrait refaire l'expérience. Alors, on est maintenant dans cet espace privilégié du débrief, juste entre vous et nous. Thibaut, qu'est-ce que tu retiens, toi, de cet échange avec les éclaireurs ? Alors, moi, je retiens les éclaireurs. En fait, il y a une belle complémentarité chez eux. Ce que j'aime, c'est le discours un peu franc et surtout le côté un peu extrême du sujet et c'est extrême dans leur discours, et j'aime ce côté extrême parce que on peut être d'accord ou on peut ne pas être d'accord. C'est quelque part, ça crée un dialogue, c'est une autre façon de susciter l'esprit critique pour une tech éthique, et je trouve ça hyper intéressant. Mais au final, dans tout ce qu'on s'est dit, on partage exactement le même but, ou du moins la même idée, c'est que c'est entre nos mains, non ? Ah bah oui, ça c'est clair. Moi, ce que j'ai retenu, effectivement, c'est ce ton très, très clair. Fabrice nous le disait, il faut oser maintenant parler de corruption et oser lâcher ce mot-là. Il faut appeler un chat. Tant qu'on ne le fera pas, on n'arrivera pas à lutter correctement contre ça. Donc de véritable corruption des politiques, notamment par les big tech, et c'est ça qui influe aussi beaucoup de dérives finalement de la tech, de la manière dont la tech nous parvient. C'est intéressant de oser effectivement dire c'est de la corruption, de pas parler simplement de ce terme de lobbying qui paraît très policé, très réglementé aussi finalement, mais dire il y a de la corruption, c'est une idée intéressante, et effectivement si on appelait ça comme ça, c'est sûr que ça serait peut-être plus de nature à changer la donne. On a retrouvé des sacs de billets chez un député européen. Je pense qu'on peut vraiment parler de corruption sans aucun problème. Ouais, là, tu fais référence au Qatargate. C'était encore sur un autre sujet que le numérique, mais peut-être qu'il y a des pratiques similaires. Probablement aussi. En tout cas, c'est vrai que cette liberté de ton propre aux éclaireurs du numérique, et particulièrement à Fabrice, vient peut-être un peu en contraste de la façon dont on aborde les choses, mais je rejoins Thibaut sur le fait qu'on pense globalement la tech de la même manière, et à travers leurs invités aussi, leur programmation. Et c'est ça qui est intéressant. Bon, le politiquement correct, effectivement, a peut-être vécu. Ce que je retiens également, c'est l'un des thèmes qu'on a abordé, notamment sur le Web3, parce que nos amis auditeurs se seront rendus compte que ça va très très vite, ça galope pour aller dans le détail de tous ces sujets, c'est compliqué. Néanmoins, sur le Web3, lorsqu'ils ont reçu donc Emmanuel Parodi, il y a une idée très intéressante que Emmanuel Parodi défend et qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, mais lui, il pense, son pari pour l'avenir, c'est que notre société va devenir progressivement une société confiné. Alors, il utilise la sémantique à dessein, j'imagine, pour bien nous marquer au fer rouge, notamment parce que on bougera moins pour des raisons environnementales, pour le prix de l'énergie également, etc. Et que, du coup, pour lui, le métaverse, au contraire de ce qu'on a peut-être dit tout à l'heure, en tout cas des convictions de certains autour de la table, le métaverse a de beaux jours devant lui, car il pense que ce sera, en quelque sorte, le bras armé, pour reprendre notre terme, de cette société confinée. Ça sera bien pratique de pouvoir à la fois se divertir, se rencontrer, travailler aussi, etc., dans le métaverse. Et je voulais juste le poser là parce que c'est une vision probablement un peu dystopique de l'évolution de notre société, mais qui n'est pas totalement incohérente. Et je voulais vous laisser avec ça. En tout cas, c'est le pari que font aussi les grands milliardaires de la tech, Mark Zuckerberg en tout premier lieu. Bon, merci messieurs, merci Cyril, merci Mick. Merci. Bel épisode avec les éclaireurs du numérique. Vous allez voir, la suite de la saison va être passionnante. Et puis, on passe tout de suite à la conclusion pour se quitter en beauté.
Trench Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Et voilà, plus ou moins 60 minutes viennent de s'écouler. Et normalement, avec cet épisode, quelques-uns des enjeux majeurs de la tech en 2022 et en 2023 vous sont désormais un peu plus familiers. Et les éclaireurs du numérique aussi. Nous sommes ravis de les avoir accueillis à nos côtés pour passer ensemble de 2022 à 2023, car cette année encore, si nos styles diffèrent, nos intentions sont les mêmes. Partager avec vous les clés de lecture qui libéreront votre esprit critique pour repenser tous ensemble une tech plus éthique. Concepteurs, commanditaires ou simples usagers du monde technologique qui nous entoure, nous avons le droit et la responsabilité d'en interroger l'éthique pour en être les acteurs plutôt que les consommateurs. Trench Tech, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous écouter ou réécouter sur votre plateforme de podcast préférée. Merci d'être de plus en plus nombreux et nombreux à nous écouter, vous donnez du sens à tout ce travail. Si vous voulez contribuer à nos efforts, parlez de Trench Tech autour de vous, partagez nos épisodes et notez-nous sur votre plateforme de podcast. Car comme l'a dit Ésope, l'union fait la force.